Alors, bah, écoutez, ça me fait plaisir de vous voir tous les deux. Élodie, Ben, donc Ben, toi tu es le guitariste. Tout à Élodie, fait. tu es la chanteuse du groupe The Toes, qui existe déjà depuis 2011. Parce que Mm. j'ai découvert le groupe il n'y a pas longtemps, en fait, hein. Même si j'avais vu deux, trois trucs circuler sur le groupe. Et c'est vrai que vous avez déjà pas mal d'années derrière vous, 11 ans, un EP qui est sorti en 2012 et un album qui est sorti un petit peu plus tard, si je me souviens bien, ça devait être en 2017, Ouais, Young the Path. Alors, bah, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport à. Vous avez eu la chance d'ordonner des concerts, comme beaucoup de groupes en ce moment, c'est reparti et Dieu merci. Et donc, le 9 juillet, vous avez joué à l'Ox Taverne, c'était à Niort, dans votre région. Alors, j'ai envie de te demander comment. D'abord, est-ce que c'était le premier concert depuis très longtemps et comment ça s'est passé? C'était le premier concert depuis presque 2 ans, jour pour jour. Parce que le dernier concert qu'on avait donné, c'était à Rochefort, au Sekhmet, le bar Le Sekhmet, et on avait joué le 4 juillet 2020. Ouais. Ah oui. Et voilà, quand il y avait une petite relâche après le premier confinement, où bon, il y avait quand même des mesures strictes, hein, parce que c'était qu'en extérieur. Enfin voilà, c'était un peu particulier, quoi, hein. Mais donc on avait joué là. Donc oui, ça fait le dernier concert qu'on avait joué, c'était à ce moment-là. Et le dernier concert qu'on avait fait à Niort, qui est notre ville d'origine, hein. Le groupe s'est fondé là-bas, et on répète toujours sur Niort ou dans les secteurs depuis Mhm. 11 ans, hein, et ça faisait plus de 3 ans, même beaucoup plus que, oui, beaucoup plus que 3 ans même, parce que ça devait être novembre 2019, je crois, la dernière fois qu'on avait joué à Niort. Donc Ouais. ça faisait plaisir de, un, retrouver la scène, de deux, retrouver notre ville, de pouvoir jouer face aux gens qui nous suivent depuis très longtemps. Donc ça fait énormément plaisir. Et en plus, vu qu'on a eu quand même énormément de changements de line-up avant la sortie de cet album, bah, c'était le premier concert pour ce line-up là, en fait. D'accord, avec Voilà, Victor, Charlet et Romain, qui sont voilà, tout à les fait. trois nouveaux arrivés. Voilà, c'est En fait, ça. alors, comment vous avez vécu ça justement d'avoir trois nouveaux dans le groupe, de se retrouver sur scène? Est-ce que ça a demandé beaucoup de travail en répétition? Est-ce que ça a été un challenge de donner un concert comme ça presque plusieurs années après et avec un nouveau line-up? Bah, surtout que Charlet à la basse nous a rejoint vraiment très très récemment, parce Ouais. qu'il a dû nous rejoindre, je crois que c'était en mars de cette année, Ah d'accord, ouais. mars ou avril de cette année. ouais, un truc comme ça, Ouais. 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 Et donc, bah, du coup, il a dû manger, manger les partitions en long, en large et en travers. Et après, oui, bah, fatalement, il y avait énormément de travail de mise en place, surtout qu'on a essayé des nouveaux systèmes de live qu'on ne faisait vraiment pas avant, en essayant vraiment de se professionnaliser. Voilà, on a vraiment voulu se professionnaliser dans l'enregistrement, dans la composition, dans la façon d'enregistrer, sur le mixage, tout ça. Et donc, bah, on s'est dit que tant qu'à le faire sur l'enregistrement, autant le faire sur le live. Mmh. Mhm. C'est mieux quand même. Et surtout qu'on est un groupe qui a toujours été entre guillemets fait pour le live, hein. Les compositions, elles sont clairement faites pour le live, et on vit enfin, c'est c'est notre carburant, quoi. Donc forcément, ben, on voulait que toute cette professionnalisation qu'on a voulu trouver, ben, de la retransmettre en live. Mhm. Donc bah, du coup, on s'est attaché les services d'un ingé son qui nous suivait sur les répétitions, et évidemment sur les concerts, hein, ça coule de source. Et donc, on a fait, ouais, à partir de la dernière semaine de mai, c'était en moyenne 2 à 3 répétitions par semaine, au casque, clic dans les oreilles, Ouais. avec les samples qui étaient envoyés et compagnie. Donc c'est un nouveau système de procédé pour nous. Et donc bah, ça demande fatalement du travail. Et on a fini toute cette préparation par une, euh, une Résidence? résidence, voilà, de 2 jours donc à la salle d'IFART à Parthenay, qui nous ont offert un accueil
incroyables et des conditions de travail malgré la chaleur. Ah oui. Dans la salle, il faisait pas trop mauvais, mais à partir du moment où on sortait, on cuisait instant. Mais non, non, on avait reçu vraiment un super accueil, que ça soit de la salle et des bénévoles qui nous ont accueillis, avec qui on a pu échanger. Et c'était vraiment un super moment. On a passé vraiment un très très bon moment. Donc, puis ça nous permettait de relâcher un peu la pression, parce que l'album sortait sur le deuxième jour de la résidence. Donc fatalement, hein, il y a Ouais. toujours un petit peu d'appréhension, même s'il y avait déjà des chroniques qui étaient un peu sorties et qui nous avaient rassurés par rapport à la réception de la chose, hein, parce que c'est toujours, enfin moi en tant que, on va dire entre guillemets, compositeur principal, moi les chroniques et les critiques, c'est toujours quelque chose d'un peu stressant, et je pense que pour tout le monde qui montre son art à son public, c'est toujours, le retour est toujours un peu pas évident, on va dire, à Ouais. appréhender. Et tout, à chaque fois, sur le premier album, ça avait été la même chose. Et là, je dois avouer que quand la première chronique était sortie, qui était quand même très bonne, je dis ça a fait déjà, ça permet de décompresser, mais il y a quand même toujours un peu l'appréhension. Et donc, ben, fatalement, quand sur le deuxième jour de la résidence, il y a ça en parallèle, donc forcément pas très bien. Et puis Ouais. en plus, l'après-midi, l'organisateur du concert du lendemain nous appelle pour nous dire que le groupe qui faisait la première partie ne pouvait pas assurer son poste à cause du Covid. Ouais. Donc voilà, notre deuxième jour de travail n'a pas été très, Ça met un très peu de prolifique. pression. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Mais du coup, on a tout relâché sur scène Le samedi. le samedi. C'était une transe, vraiment, on était en transe sur scène. Et même les personnes qui nous suivent, donc que ce soit Fabio, notre ingé son, ou Mathieu, notre ingé lumière, ils étaient en transe tout autant, en fait. Vraiment, ils étaient. Quand on a fini le concert, enfin, on a vécu un moment hors du temps, en fait. Vraiment, c'était. Ce qui est à la fois aussi un peu comment dire, frustrant, parce que moi, clairement, c'était il n'y a pas si longtemps, et j'étais tellement en transe et ailleurs, je n'ai aucun souvenir, ou très très peu de souvenirs de ce qui s'est passé sur scène. Ah. Vraiment. Il doit y avoir des Je... vidéos. Oui, 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 il y a les vidéos, il y a des vidéos, enfin, ça a été filmé et tout. Je vais m'y mettre justement un peu à regarder ça, analyser ça, découper ça. Mais ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est à la fois incroyable, parce que le ressenti quand on est sortis de scène tous ensemble, enfin, c'était incroyable. Puis bah, la communion avec le public aussi, surtout, quoi. C'est permettre d'aller voir les gens, de prendre des retours positifs et négatifs. C'est toujours bien. Puis surtout, c'est quand c'est fait par des gens qu'on apprécie et qu'on connaît depuis très longtemps, quoi. Donc, c'est toujours des moments très privilégiés, ça. Il y a un truc qui est important que vous avez vécu quand même, c'était bon, ça remonte à quelques années maintenant. C'était, vous avez fait une tournée en URSS, enfin en URSS, en Russie, En Russie, ouais. qui a débuté le 16 août, 16 août et s'est terminé le 26 août. Donc vous êtes resté 10 jours là-bas. Vous avez joué à Moscou et d'autres villes. Je suppose que ça a dû être un grand moment. Comment vous avez vécu ça? Justement, c'est votre première grande tournée hors de France. Tout le monde ne va pas dans ces pays-là, même s'il y a de plus en plus de groupes. Enfin, depuis un certain Oui, temps, je pense qu'il va y avoir moins. un peu moins, ouais. Malheureusement, parce que bon, voilà, on voulait justement réactiver la chose pour la promo de cet album, et donc, ben, bon, un peu Et compliqué. quel souvenir tu gardes, vous gardez tous les deux, puisque vous y étiez tous les deux, Ouais. sur cette tournée qui a dû être quand même quelque chose d'important pour le groupe. Mais oui, oui, mais c'est la première fois là, qu'on s'est exporté hors de la France. On joue aussi loin et on a eu un très bon accueil des Russes en fait. Ils sont très curieux, ils vont venir vers nous, sont très avenants. Même s'il y a la barrière de la langue, on essaye de parler en anglais, essaye de nous comprendre et nous de les comprendre. Et enfin, voilà, c'était un très très bon souvenir. Je pense qu'on n'a jamais pris autant de photos à la fin du concert sur scène avec le public, signé autant d'autographes, vendu des CD, etc. Enfin, c'était vraiment, c'était vraiment génial, quoi. Puis, ouais. Puis ce qui était choquant par rapport à quand on peut aller jouer certaines fois en France ou quoi, loin de chez nous, c'est que les gens, alors pas sur toutes les dates, mais sur pas mal de dates, les gens nous attendaient, Ouais. connaissaient. Il y avait même
Attumen, un mec qui avait fait un montage sur donc leur YouTube. Ils n'ont pas YouTube en Russie, c'est des plateformes annexes, hein, mais il avait fait un montage sur The Best Is Coming qui est dans l'album, qui était le seul morceau de l'album qu'en plus on jouait pas en live. et ils étaient super contents de nous montrer ça, de montrer qu'ils avaient pris la peine en fait de savoir qui on était avant de venir nous voir en concert. Et c'est des choses que moi personnellement, je fais des concerts depuis que j'ai l'âge de 14 ans, j'avais jamais vu ça. Vraiment, ça m'était arrivé quelques fois, et en règle générale, c'était des gens qui étaient très impliqués sur la scène musicale. Et là, vraiment, c'était très, 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 très récurrent, où il y avait des gens qui connaissaient nos chansons. Alors, pas au-delà de les chanter non plus, mais qui nous connaissaient et qui connaissaient les chansons, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est très, entre guillemets, perturbant, parce qu'on fait des milliers de kilomètres. En plus, c'était des conditions infernales, hein. On faisait entre 8 à 10 heures de bus tous les jours pour aller de chaque. Parce que bon, la Russie, c'est un peu grand quand même, hein. Je pense qu'on a dû traverser 8 ou 9 fois la France, hein, sur la taille à peu près, hein, sur le périple qu'on a fait. Et de faire tous ces voyages, et c'est très dépaysant, parce que ça n'a rien à voir avec chez nous, et d'arriver et de voir qu'il y a des gens qui nous attendent et qui nous connaissent. C'est à la fois grisant, mais aussi, ça fait dire, oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas les mêmes mentalités, quoi. Il y a eu des moments, je suppose que vous avez vécu plein d'aventures, hein, forcément, sur 10 jours comme ça, dans un pays comme ça. Tu me disais, en plus, il y avait beaucoup de transport. Mais est-ce qu'il y a eu des moments marquants, des trucs vraiment que vous n'oublierez pas? Je crois que le deuxième jour. Le deuxième jour. Non, c'est pas ce que j'aurais dit, même si c'est un événement marquant. Moi, je serais resté dans la sphère musicale quand même. Mais non, mais vas-y, je dirai après. Vas-y, t'as lancé le truc. Le deuxième jour, on est arrivé dans le lieu où on devait jouer, et en fait, ils avaient aucun matériel de musique, ni batterie, ni ampli, rien. Du coup, on n'a pas pu jouer. Mais ils nous ont quand même accueillis, comme il fallait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on avait un repas quand on arrivait. Et on avait l'hébergement aussi. Et du coup, on s'est dit, on va aller faire quand même connaissance, etc. On va prendre un coup, on va boire un coup dans le bar, etc. Et en fait, on s'est retrouvés à y rester je ne sais pas combien de temps. Et le degré d'alcoolémie, on va dire, montait. Et en fait, on a fait une soirée russe avec des Russes. Ça se voyait qu'on était des Français. Voilà, nos potes français n'étaient pas forcément prêts à ça. Mais à côté de ça, on a fait des rencontres cette soirée-là. Fatalement, on a eu le temps de plus parler avec les gens parce qu'on a fait que ça de la soirée. Et on a rencontré des gens incroyables, des gens qui avaient déjà visité la France, qui connaissaient un petit peu. On avait pu discuter un peu avec eux. C'est aussi c'est le premier soir où on a vraiment pu être en contact avec vraiment la population de là-bas, la vraie population de là-bas, quoi, on va dire. Pas les oligarques ou quoi, vraiment, c'est ce que sont vraiment les Russes, quoi. Et ça a été surtout la découverte, de leur culture à eux, et surtout de leur côté, comme on disait, très accueillant, à faire des cadeaux à tout va, voilà, faire des cadeaux, à faire des échanges. Il y a Rembat, notre guitariste de l'époque, qui a échangé son t-shirt avec un mec alors que le gars était deux fois plus grand que lui et 2 fois plus maigre que lui. Du coup, il s'est retrouvé avec une brassière, donc au lieu d'un t-shirt. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Il y avait aussi un des Sergueï, parce qu'il y en avait beaucoup des Sergueï, et qui était un sou comme un Russe, hein, du coup on peut le dire, hein, c'est plutôt pas mal. Et quand on lui demandait ce qu'il faisait non, il nous disait qu'il fallait qu'il ralentisse un peu parce qu'il embauchait le lendemain matin, et qu'on lui a demandé quel travail il faisait, et qu'en gros il était ingénieur nucléaire dans la centrale nucléaire d'à côté. Donc là, on se regarde, l'air de dire, on comprend ce qui s'est passé à Tchernobyl, du coup, hein, concrètement. Et donc voilà, ouais, c'était ça. En fait, on s'est pris un mur culturel dans la tête à ce moment-là, en fait, vraiment. Et hop là, pardon. Et on s'est pris un mur culturel dans la tête à ce moment-là, mais très agréable, hein, vraiment. Et ça a été une soirée d'échange vraiment dingue. Mais moi, un événement marquant, je dirais quand même je dirais tout simplement la première date qui s'est faite à Moscou. Tout simplement de réaliser que tu vas jouer ta musique devant un public dans un pays, d'un autre pays que la France. Déjà, moi, j'avais jamais joué à l'étranger.
et que c'était un point de départ d'une tournée. C'était un rêve qui se réalisait en fait. Voilà, c'est une sorte de rêve qui se réalisait. Donc du coup, ouais, c'était très 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 chargé en émotions. Et je dirais aussi, ben, à contrario, la même chose pour la dernière date, qui était donc à la fois la dernière date de la tournée. Donc il y avait quand même un soulagement, parce que comme tu l'as dit, il y avait 11 jours, 11 dates. C'était très physique, c'était très intensif. Et donc du coup, il y a quand même le petit côté ouf, c'est fini, on respirera vraiment quand on sera à la maison. Mais voilà, quoi, on a réussi, on l'a fait. Et surtout que c'était la dernière date avec Rembat, qui Ouais. était dans le groupe depuis 2012. Et donc, du coup, À fond de avec ça en même temps, quoi, avec lui, quoi. voilà, c'était un peu son concert d'adieu à lui. Et donc, on était à Nijni Novgorod et sur peut-être l'une des meilleures salles, dates de notre tournée, je dirais peut-être. Et vraiment, ouais, il y avait un autre fort en émotion, mais dans un autre sens, dans un autre sens aussi, mais tout quand même de forte charge émotionnelle sur cette date, quoi. Après, il y a eu plein de choses hors musique, mais ça, genre des mecs qui sortent, genre des mecs qui sortent des armes en plein milieu de la rue pendant qu'on fume notre clope, Ah oui. des lépreux qui voulaient montrer leur appareil génital en plein milieu de la rue et tout. Enfin, oui, on a vécu des choses quand même hors du temps, hein, vraiment, hein. Mais voilà. Est-ce que par rapport aux événements qu'on vit maintenant, vous avez ressenti quelque chose de particulier à cette époque-là? Bon, on dit souvent que en Russie, il y a quand même beaucoup de surveillance, etc. Est-ce que vous êtes senti complètement libre ou vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui pesait dans l'air? Alors, alors, je dirais que on faisait attention parce que concrètement, c'était pas très notre visa, normalement, on n'était que pour Moscou et c'est tout. Ah, On devait pas sortir de Moscou, mais c'est le tourneur qui a fait, enfin, qui a mis les combines pour, c'est le tourneur est russe, hein, Dimitri, de Drogue Management, voilà, qui organisait la tournée et donc du coup, on avait eu des visas, où normalement, on était censé rester à Moscou, on n'était pas censé concrètement, tout ce qu'on a vu en dehors de Moscou, on n'était pas censé le voir. d'accord. Et ça se comprend parce qu'on a pris aussi une autre claque culturelle sur le trajet entre Moscou et Balakava sur le premier trajet où on peut quitter ben, Moscou. Enfin, la ville est magnifique, le centre-ville est Ah oui, magnifique. partout. Ah ouais, et tu fais 3 quarts d'heure de route et pendant 5 heures, tu ne croises que des bidonvilles. Ah, oui, d'accord. Ouais. Donc Ça, en ça- fait, voilà, ouais. et donc on le sait que la Russie est l'un des pays, sinon le pays avec le plus d'inégalités financières, on va dire, hein, dans le pays, hein. L'écart entre les moins riches et les plus riches est le plus conséquent. Alors ça a peut-être changé depuis, mais à l'époque c'était le cas. Et on l'a vu vraiment, et ça nous met une grande claque dans la bouche aussi de petits Français qu'on est à souvent se plaindre et tout de Mm. voir que ben, eux, leur SMIC, concrètement, c'est 200 euros chez nous. Parce que justement, un jour, avec avec des membres du public, on parlait du Hellfest, et donc on disait que c'était 200 euros, donc on leur faisait la conversion en roubles. Voilà, ce qui disait que eux, ils avaient entendu parler du festival et qu'ils rêveraient d'y aller. Et quand on leur a dit le prix du billet, ben, ils Ouais. étaient blêmes, quoi. Ce qui dit, bah oui, mais nous, c'est un mois de salaire, quoi. Ouais, c'est ça. Et bon après, voilà, le prix de la vie n'est pas le même chez eux non plus, hein. Moi, j'ai jamais payé des cigarettes aussi peu chères de ma vie, hein, vraiment, hein. Vous Parce mangez que pour même pas 2 ouais, euros. on mangeait à notre faim pour 2 euros. Enfin, Mm. Mm. voilà, c'est autre chose, quoi. Mais ouais, il y a quand même eu ce choc culturel un peu qui était violent. Et donc, on faisait quand même attention à nous par rapport au contrôle, justement. Et en fait, bah, on a pu se rendre compte qu'il n'y avait pas tant de contrôle que ça, surtout Mm. quand le jour, bah, la fameuse soirée à Balakava, quand on est rentré à pied entre la salle de concert et l'appartement, on devait passer devant le commissariat avec des mecs dehors, et sauf que ben, on était vraiment pas bien d'un point de vue éthylique, dirons-nous. Et fatalement, ben voilà, on se tenait un peu à carreau et tout en passant devant. Et les policiers se sont marrés avec nous en fait en disant quand ils nous entendaient parler, ils disaient ah français ou enfin voilà des trucs comme ça. Ah, Concrètement, ils contrôlaient notre passeport, on était tricard, hein. Mm. C'était foutu, hein. Mais pas du tout. Les mecs au contraire, ah français, bon voyage, voilà. C'est voilà. Moi le seul coup de flip que j'ai eu, c'est à la frontière au retour, même pas à l'aller.
Parce que justement, moi, à l'aller, je pensais que nos sacs allaient être contrôlés en fond en comble. En plus, moi, c'est une époque où j'avais énormément de problèmes de santé. Donc, j'avais toute une boîte de médicaments. Ouais, voilà, j'avais une boîte de médicaments avec les prescriptions médicales dedans. Ouais. Mais voilà, j'avais ça et c'est que je savais que mon médecin m'avait dit, oh là là, faut que je fasse ça dans les règles parce qu'elle avait eu le cas justement d'une personne, d'une de ses patientes qui avait des problèmes cardiaques, qui allait en Russie et ils ont confisqué ces médicaments qui lui sont vitales Ouais. parce que c'était interdit d'entrer sur le territoire. Donc voilà, ouais, moi j'avoue qu'à la frontière, à l'aller, voilà, donc naturellement, je vais vers les douanes pour poser le sac et le mec me dit non, non, allez-y. Ah. Oh bah du coup ok, mais par contre au retour, alors les autres sont passés comme une lettre à la poste et je sais pas pourquoi, moi ils ont dû avoir délit de sale gueule, je sais pas, mais il m'a gardé 20 grosses minutes à me Ouais. regarder, à regarder ma photo, à fouiller et tout ça. Ouais, là, je dois avouer que par contre c'est vrai quand on connaît un peu le contexte russe, ouais j'étais pas serein et le moment où il m'a donné mon passeport, il m'a dit vous pouvez y aller. Ouais, ça allait mieux, on va dire. On va pas se mentir, ça allait mieux quand même. Mais sinon, non, dans les villes, moi, je l'ai pas ressenti. Je l'ai Ok. même pas ressenti du tout, quoi. Je dirais même qu'on a enfin, on voit plus de camionnettes de gendarmerie ou quoi dans nos campagnes que Ouais. ce qu'on a pu voir sur les, je sais plus combien de kilomètres. Je crois que c'était 15 000 kilomètres on a fait en bus en tout. Voilà, on a croisé, enfin, on a quasiment pas croisé de force de l'ordre, quoi. Alors, ouais, on parlait des concerts. Pour terminer un peu sur les concerts, juste une question par rapport au groupe sur scène. Qu'est-ce que vous essayez finalement de transmettre au public? Qu'est-ce que vous essayez de donner quand vous êtes sur scène? Moi, déjà l'émotion avec le chant, j'ai envie qu'ils se sentent interpellés en fait par les morceaux, s'il y en a qui comprennent les paroles, par les paroles, par l'émotion peut-être que je dégage aussi en chantant, tout ça en fait. Enfin, qu'on fasse un tout en fait, qu'on soit une communion, tous ensemble. Et aussi, je dirais on est des personnes qui sont très entières, qui sont vraies, en fait, on triche pas. Et du coup, fatalement, quand on est sur scène, on essaye de déjà retransmettre ce que nous, on ressent, pour un peu comme ce que dit Hello. Et donc, bon, elle, c'est facile, elle a sa voix, elle a des paroles, c'est facile. Nous, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on donne tout. Enfin, vraiment. Et puis, il n'y a pas de petits concerts. C'est-à-dire que ça nous est arrivé une fois de jouer à Nantes pour 3 personnes qui étaient les 2 barman et mon cousin qui était venu de Rennes exceptionnellement pour ça. Eh ben, on donnait, voilà, on a donné autant que le jour où on a joué sur le off du Hellfest. Ah, Voilà, il y a pas de, à partir du moment où on joue, où c'est concert, parce que bon, évidemment, on répète quand on travaille. On est un petit peu plus, voilà. Mais voilà, le but, c'est ça le but des répètes, c'est que tout soit automatisé pour pas avoir à rien réfléchir et justement pour pouvoir tout envoyer. Et donc, du coup, voilà, on triche pas sur scène et on essaye de tout rendre. Bon, là, j'avoue que le concert du 9, physiquement, il a été dur du fait de la chaleur, hein. Moi, c'est la première fois que je dois essuyer le manche de ma guitare au milieu du concert, tellement elle était trempée. Et Hello, c'est la première fois que je la vois avec son maquillage qui coulait dans tous les sens, à tel point que les gens du public pensaient qu'elle avait pleuré. Ah, ça. Voilà. Donc, ouais, non, la chaleur, là, on n'a pas pu, enfin, moi, personnellement, physiquement, j'ai pas pu donner tout ce que j'aurais voulu à ce moment-là parce que vraiment, c'était pas possible, quoi. Vraiment, physiquement, c'était injouable. Maintenant, je pense qu'on a quand même réussi à donner parce que les retours qu'on a eus, Oui, étaient oui. quand même très positifs. Donc voilà, mais voilà, on essaye de tout transmettre ça, en fait. Ça s'est ressenti au final des Ouais. retours qu'on a eu, Mm. que comme on me disait, tu chantes avec tes tripes, enfin voilà, des choses comme ça. Et tu te dis, ah ben c'est cool. Ouais, Non. enfin, les gens, ils ont réussi peut-être à rentrer aussi dans l'histoire, Mm. dans la musique, etc. et être avec nous à ce moment-là, quoi. Donc c'est cool. alors, on parlait du premier album tout à l'heure, qui est sorti en 2017. Là, maintenant, il y a le deuxième album Oui, qui Femme sort, Machiste. qui est Mm. sorti. Et Oui. déjà, comment vous avez travaillé par rapport à ces morceaux-là? Est-ce que vous avez écrit sur toutes ces années, hein, il y a eu 5 ans entre les deux albums à peu près, ou est-ce que vous êtes vous êtes donné une date et vous êtes mis à travailler dessus à un moment donné, comment ça et est-ce que vous avez écrit beaucoup de morceaux aussi?
Alors, je vais parler vraiment du côté musical et je laisserai Hello répondre au niveau du côté parole. Au niveau musical, on a voulu, comme je te le disais tout à l'heure, on voulait vraiment rentrer dans une professionnalisation et faire les choses bien, arrêter, enfin, essayer d'être le moins amateur possible. Voilà, on va le dire plus comme ça. Et il est vrai que sur le premier EP et sur le premier album aussi d'ailleurs, on travaillait. Moi, je trouvais une idée, je gratouillais ma guitare chez moi, je trouvais une idée de un ou deux riffs qui s'enchaînaient, qui sonnaient bien. On arrivait en répète, les gars, j'ai ça. Et on faisait tourner des trucs, on jammait dessus, et puis on essayait de rebondir les idées sur les uns et les autres. Ah, ça, c'est pas mal. Et qu'est-ce que tu penses si on faisait ça? Voilà. Et en fait, on a perdu un temps monstrueux. C'est chronophage de composer comme ça. Et donc, on s'est dit, on va le faire autrement. Et donc, du coup, comment on fait autrement? Ben, donc, du coup, moi, j'avais pour mission, alors, on ne s'était pas donné de date, concrètement, proprement parlé, dit, mais le but, c'était de faire des morceaux entiers, pas forcément arrangés dans un premier temps, mais vraiment avoir les morceaux entiers, composés, on va dire, de la première note de l'intro à la dernière note de l'outro, quoi. Vraiment, voilà, c'était l'objectif. Et après, on travaillait, j'en avais fait quelques-unes. Il y avait aussi donc Simon, qui était guitariste à l'époque, qui a été remplacé par Victor, qui en avait fait aussi quelques-unes. On avait mis tout ça en commun. Et après, on avait travaillé donc avec Simon et Victor sur tout ce qui était les arrangements déjà avec nos instruments. C'est-à-dire, plutôt que de faire un accord power chord là, peut-être qu'on pourrait aller chercher une petite diminution, peut-être qu'on peut aller chercher un accord de neuvième ou quoi. Voilà, on a travaillé là-dessus. Et ça nous a donné, entre guillemets, un premier jet qui a été prêt en 2019, on va dire à l'été 2019, on avait fini oui, c'est ça, juillet 2019, on avait fini l'enregistrement de la maquette, voilà, de cet enregistrement-là. Hello avait déjà commencé à écrire pour ça, parce que évidemment. Ah, parce que vu que moi j'avais pu en tout enregistrer avec le matériel que j'avais chez moi, du coup on transmet à tout le monde, ne serait-ce que pour qu'ils écoutent, qu'ils puissent travailler et tout ça. Et donc du coup Hello, ça lui donnait déjà du travail pour pouvoir écrire les paroles. Et après on était prêt à enregistrer l'album. Et puis après on a eu comme tout le monde le Covid qui est arrivé dans le secteur. Et donc l'enregistrement a été annulé 3 fois à cause de ça, parce qu'il y a deux dates d'enregistrement qui sont tombées pendant les confinements. Ouais. Et la troisième date, c'est notre ancien batteur qui ne pouvait plus tenir sa place d'un point de vue temps et investissement. Voilà. En fait, il sentait qu'il y avait vraiment ce côté professionnalisant et que lui n'aurait pas le temps de suivre le rythme. Donc, il a préféré dire stop, je vais vous plomber plus qu'autre chose. Donc, ce pourquoi Romain est arrivé à ce moment-là. Mais du coup, on ne pouvait pas enregistrer à ce moment-là. Et plutôt que de rien faire et de se tourner les pouces en disant ça va arriver, à force d'écouter les trucs, de les jouer pour les apprendre, de faire des répètes et tout ça, il y a eu d'autres arrangements qui sont arrivés, puis des petites modifications de structure. Puis à la fin, on se dit, mais pourquoi on ne mettrait pas des samples du coup pour que vraiment ça serve le morceau? Donc on a eu un travail en MAO avec Victor où on a travaillé pour poser les samples pour vraiment que ça serve le morceau. On ne voulait pas que les samples soient, on va dire, comme certains groupes, même des groupes que j'apprécie énormément, qui sont sans les samples, tu ne peux pas jouer. Je pense par exemple à Acrid, là, le groupe Poitvin, donc ils ne tournent plus beaucoup. Voilà, mais à l'époque, s'ils n'avaient pas les samples, ils ne faisaient pas de concert, quoi. C'était impossible. Nous, on n'a pas les samples, c'est handicapant. Le concert, il peut totalement se faire, quoi. Donc c'était ça l'objectif, c'est vraiment des appuis, des moments où on pensait que du fait de ce qu'on avait composé au niveau des jeux des guitares et de la basse, il pouvait y avoir un petit vide sur les fréquences basses. Pourquoi pas mettre une petite nappe? Donc par exemple, c'est ce qu'on retrouve dans Mind Game, là, qui a été le premier titre qu'on a sorti en clip, où le clip, enfin le titre commence par un sample qui monte, parce que on s'est rendu compte que ce qu'on avait composé pour l'intro, ça laissait des vides. Et à l'oreille, il manquait quelque chose, quoi, pour que ça soit vraiment. Il manquait une fondation bien stable dans les basses pour que ça puisse bien sonner. Donc, on est plutôt que de modifier la basse ou quoi, on est allé chercher des petits samples comme ça, très légers, à gauche, à droite. Et on a fait ce travail-là. Et donc, on a pris
ouais, une grosse année, je dirais, à tout retravailler les morceaux bien comme il faut, comme ça. Et là, ça donne la mouture finale qui n'a rien à voir en fait avec la maquette, même si c'est les mêmes morceaux. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Et même notre ingé son qui nous a enregistré, là, Fabien Guillotot, au Nomads Audio, à côté de La Roche-sur-Yon en Vendée, qui avait écouté en 2019 notre maquette. Et moi, j'étais allé le voir à l'été 2021 avec la nouvelle maquette, avec les samples et tout. Il a écouté, il m'a dit, mais vous avez composé des nouveaux morceaux? Il dit, non, non, c'est les mêmes. Il dit, waouh. Il dit, bah, dis donc, il dit, vous êtes bien les seuls pour qui le Covid a été bénéfique au final. Donc, on a perdu beaucoup de temps, il est vrai, parce que on devait enregistrer en mars 2020, on a enregistré en février 2022, mais musicalement, ça a été bénéfique. Et du coup, ça a été aussi bénéfique pour les paroles, et donc les lignes de chant et les paroles. Et du coup, je transmets le ballon à ma copine. Ben oui, moi, ça m'a permis d'avoir déjà plus de temps pour trouver aussi les idées, de quoi parler, etc. Et puis, et aussi, parce que j'avais aussi un travail à ce moment-là aussi qui me prenait pas mal de temps aussi, personnellement. Et à un moment donné, je pense que j'arrivais dans un moment où j'arrivais en saturation, je pense, de tout. Et le fait de me retrouver en faisant un break, en fin d'année, là, 2021, en fait, c'est là où j'ai pu, je sens en profiter pour finir d'écrire mes chansons. Parce qu'il y en a certaines où j'avais les débuts, et puis j'arrivais pas à trouver comment véhiculer le reste en fait du message, etc. Donc ouais, ça m'a permis à un moment donné, parce que j'ai toujours travaillé pendant la Covid, donc j'ai pas eu de break moi à ce niveau-là, comme la plupart il y a plein de personnes qui ont on dirait un break niveau travail, etc. Et je pense que moi, le fait de faire un stop en fait fin d'année 2021 là, ça m'a permis de me retrouver et de finir d'écrire les chansons. Et il y a un titre qu'on avait coécrit avec Ben, donc Man Game, le premier single qu'on a sorti. Et là, donc, c'était Ben qui voulait l'écrire, tout ce morceau, et finalement qui m'a demandé de l'aider à le finir, tout simplement. Voilà, mais ouais. Moi, ça m'a permis justement de bien finir l'écriture de mes textes, mes lignes de voix aussi, parce que j'ai pu enregistrer des maquettes, penser aussi au chœur, penser à les grandes voice, etc., pour que le jour du studio, que je sois prête à tout faire. Et oui, je pense en 2 jours et demi, j'ai réussi à tout enregistrer la voix, donc c'était un beau challenge. Ça a été vite alors finalement. Ouais, mais parce que j'ai tout préparé avant, quoi. Le studio, ouais, ça a été enregistré et mixé par Fabien Guillotot, t'en parlais tout à l'heure, Benjamin, donc à La Roche-sur-Yon. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a dit, quelle est la différence entre l'enregistrement du premier et celui-là? Comment vous avez travaillé cette fois-ci? Et qu'est-ce qui vous a apporté justement, Fabien? Est-ce que c'était quelqu'un que vous connaissiez? Vous aviez envie de travailler avec lui? Depuis très longtemps, c'est un garçon qui est très réputé dans tout milieu, mais quand même beaucoup aussi dans le milieu métal. Et on connaissait son travail parce qu'on avait des potes qui avaient déjà enregistré avec lui, et on connaissait sa réputation aussi, tout simplement. Et on devait déjà travailler avec lui pour le premier album sur les prises de batterie, mais on s'est trompé de Fabien au moment de le contacter, donc on a travaillé avec Fabien Deveau, qui nous a fait un travail incroyable aussi, hein, attention, c'est aussi très bien. Et donc là, on s'est dit quand même pour le deuxième album, ce serait bien de réussir à faire, voilà. Et il y a aussi la grosse différence, c'est que toutes les prises guitare, basse et voix sur le premier album avaient été prises à domicile. Ouais, donc voilà, fait maison. Donc on n'avait pas la pression d'un studio avec si ça dure trop longtemps, on paye plus. Donc du coup, c'était un peu plus, un peu plus chill, si je peux dire, bien que Manu, donc la personne qui nous a fait les prises de son, le mixage et mastering sur le premier album, qui était un ami, hein, tout simplement, hein, était très exigeant avec nous, hein, quand même. Mais là, avec Fabien, on a vu le gap. Donc, Fabien, c'est un pro, c'est son métier, il est bon, et on s'est tous préparés. Ouais, voilà, on s'est tous préparés parce qu'on savait que derrière, il y allait avoir une exigence, et ce pourquoi aussi on l'avait appelé. Et puis bon, on avait énormément échangé avec lui pour lui expliquer pourquoi on voulait que ça soit lui, comment lui il travaillait, parce que voilà, il y a beaucoup de groupes qui n'acceptent pas la modification des morceaux pendant l'enregistrement.
Et nous, si on voulait passer avec une oreille extérieure aussi, c'est parce que ben, nous, depuis, on va dire, 2018, ben, on trempait dedans complètement. Les morceaux, oui, les morceaux depuis 2018, on les connaît. Et donc, du coup, c'est compliqué, sans une oreille externe, de pouvoir potentiellement améliorer la chose. Et donc, on lui avait dit en préparation, si jamais tu entends des choses qui peuvent être intéressantes ou quoi, n'hésite pas. Et donc, il nous avait dit que c'était bien qu'on lui dise parce qu'il y a beaucoup de groupes qui le refusent et qui même des fois le prennent mal, ce que je peux comprendre aussi, hein, c'est une façon de voir les choses. Mais nous, voilà, on essaye d'améliorer toujours tout ce qui est possible pour pouvoir fournir à notre public bah, toujours le meilleur, la meilleure chose possible. Et donc, voilà, c'était pour ça que pour cet album, vu que ça rentre encore bah, dans cette démarche de professionnalisation, Ouais. bah, c'était important de rentrer dans un vrai studio. Alors ça a été épique hein, parce que non seulement donc bon les 2 premiers enregistrements avaient été annulés pour cause Covid, mais le vrai enregistrement qui a eu lieu a été coupé au milieu et la fin a été reportée à cause du Covid parce que Fabien l'avait contracté pendant l'enregistrement. Donc voilà, il nous aura vraiment emmerdé jusqu'au bout ce Covid. Et ça continue encore aujourd'hui avec les programmations de concerts, parce qu'avec tous les concerts qui ont été annulés, qui sont reprogrammés et tout ça, c'est très compliqué de pouvoir trouver des dates aujourd'hui. Ouais. Donc c'est notre très gros problème vraiment aujourd'hui, hein, parce que tout tourne plutôt bien, mais on n'arrive pas à trouver de concert. Il y en a une qui a été annoncée là. Oui, il y en a une qui a été annoncée aujourd'hui. On joue au Horizon Fall Fest à Niort. Donc ça, c'est ce qui est bien, c'est qu'on trouve pas de date, mais quand on en trouve, elle valent le coup, quoi. C'est déjà bien. Le festival, c'est sur un mois. De mi-octobre à mi-novembre, en gros. Du 21 octobre au 20 novembre, il me semble, c'est ça, voilà. À Niort, et tous les soirs, non, c'est tous les soirs, il se passe quelque chose, je crois. Ouais, et ça peut être aussi des expos, où il n'y a pas que la musique, il y a un peu de tout, et c'est top. On parlait de Fabien, parce qu'il a tout fait, lui, en fait. Il vous a enregistré, vous avez mixé, il a masterisé l'album. Ouais. Est-ce que tu me parlais justement qu'il y a des musiciens qui n'aiment pas trop qu'on change leurs morceaux, ou même pas du tout, que vous étiez plutôt ouvert de ce côté-là et qu'il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Justement, au niveau du son, est-ce que vous, avant de rentrer en studio, vous aviez un son en tête, vous vouliez quelque chose, et comment justement on échange pour arriver au son que vous avez envie et que forcément Fabien aussi a envie de créer. Est-ce que ça, c'est un gros travail aussi? Alors oui, en amont, il nous avait demandé 2 ou 3 albums qui pour nous, il y avait un son qui nous plairait. Donc on lui a fourni. Et après, on lui a dit, bah, pour le mix, dans un premier temps, en fait, voilà, nous, on voudrait que ça soit un truc qui soit dans cet esprit-là. On veut pas du copier-coller, c'est toujours même dans les influences, c'est dans l'esprit d'eux. C'est-à-dire, c'est de trouver des idées de structure ou quoi pour les influences. Ben là, c'est pareil pour le mixage, c'est dans l'idée de ça, c'est vraiment l'idée que tu te fais de ce son-là. Essayer de le retranscrire, parce que vu que c'était en plus des albums de métal, ben, même de metalcore, en fait, hein, du coup, alors, certes, il y a quand même des passages qui sont proches du metalcore dans cet album, mais on n'y est pas du tout. Donc, en fait, on veut que ça se rapproche, que ça soit dans l'idée, ça soit ça. Libre à toi. Et en fait, il nous a fait un premier mix. Et on lui a fait un retour. On a fait tout un truc en disant qu'est-ce qui nous plaît pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on reprenne et tout. Et voilà. Et puis après, on a ouvert une discussion Messenger. Et il nous envoyait les morceaux. Vous en pensez quoi? On écoutait, on répondait. Du tac au tac. On essayait de répondre le plus possible du tac au tac. Et donc, voilà, le mix, il s'est fait comme ça. Donc, en gros, c'est vraiment, oui, des influences qui nous sont propres et des sons qui nous sont chers. Moi, je peux le dire, hein, les albums, hein, c'était... alors, je suis nul sur les noms des albums, vraiment, je suis désolé. C'était un album d'Architecte qui n'était pas le dernier, qui était l'avant-dernier, je ne me souviens pas comment il s'appelle, et un album de August Bantreds qui s'appelle voilà. Voilà, non, je suis on a la chance d'être sur notre ordinateur, je suis désolé, je vais aller voir pour donner un peu l'idée à la chose, mais les noms des albums, je les retiens pas, c'est une catastrophe. Alors quand même, les noms des albums que nous on sort, j'arrive à m'en rappeler quand même. Mais, mais les albums que je peux écouter en boucle, j'ai du mal à retenir les noms. Donc c'est discographie.
Architect, tac. Les fans d'Architect qui vont me détruire. Oliel, voilà l'album donc qui était sorti en 2018. Et en plus, c'est bien, j'ai juste allé dans ma liste de mes préférences et je les trouve tout de suite. Et August Burns Red, l'album, il s'appelle... Je vais le noter et je vais l'apprendre par cœur parce que vraiment, c'est une honte que je ne me rappelle pas de cet album. En gros, s'il y a un album que je devrais amener sur une île déserte, les questions qu'on pose souvent, c'est clairement celui-là. Je ne veux rien entendre d'autre que ça. S'il me reste que ça à écouter dans toute ma vie. Donc, c'est Found in Faraway Places. Voilà. D'accord, ça, c'est vraiment les 2 albums cultes pour toi, quoi. Alors, culte. Enfin, en tout cas, qui t'ont fortement influencé. Sur cet album-là, clairement, au niveau de la musique. Alors, comme je disais, voilà, c'est quand même 2 groupes de metalcore mélodique. C'est quand même. Là, on est dans du métal, hein, vraiment. On va pas tourner autour du pot, voilà. Et nous, c'est pas un album de métal qu'on a sorti. Enfin, même s'il y a des. Ouais, voilà. Voilà. Et en fait, en fait, je me suis inspiré de ça, comme je te disais tout à l'heure par rapport au mix, c'est dans l'esprit d'eux. C'est-à-dire qu'il y a il y a une chanson donc sur Found in Faraway Places d'August Burns Red qui s'appelle Martyr, que là c'est le pareil, s'il y a une chanson que je devrais écouter en boucle toute ma vie, ce serait celle-là. Et en fait, je me suis dit, je trouve que le concept qu'ils ont fait avec ce pont où ça monte progressivement jusqu'à la fin, où ça pète de A à Z avec ces lignes mélodiques qui sont magnifiques et tout, j'aimerais vraiment faire ça sur un morceau. Il s'appelle The Roller Coaster dans l'album. The Roller Coaster, il vient de ça. Et pourtant, au niveau des riffs, ça n'a rien à voir. Ça n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment voilà, plus les influences plutôt que les riffs, c'est plus sur une façon de faire, quoi. Comme par exemple la chanson Mind Game. Elle était partie d'une chanson d'In Flames. Qui s'appelle je m'en souviens, elle s'appelle Stay With Me. Ça y est, j'ai même pas besoin d'aller voir. Une chanson donc qui s'appelle Stay With Me que j'ai trouvé. J'étais en voyage et j'avais pas beaucoup d'albums sur moi parce que dans l'avion on peut pas avoir internet et quand on travaille qu'avec Spotify, du coup j'avais pas grand chose dans ma liste et j'avais cet album qui était sorti peu de temps avant que je parte et je me suis dit très bien, pendant l'avion, 9 heures d'avion, je vais avoir le temps d'écouter un peu de son, quoi. Et quand j'ai écouté ce morceau là, mais je pense qu'au bout de 4 notes, j'ai fait enfin, c'est incroyable. Et tout le long de mes vacances, dans mon cerveau, ça travaillait en disant comment je peux utiliser ce que je viens d'entendre. C'est qu'est-ce que ça m'a appris et comment je vais pouvoir le ressortir. Et du coup, c'est Mind Game. Oui, donc en fait, ça c'est le single, c'est le deuxième, premier ou deuxième, hein, c'est ça. Alors, le premier Mind Game. Par rapport à ces 2 singles, tu viens de me donner à peu près tu viens pas mal de m'en parler, mais je veux dire, c'est ces morceaux-là qui étaient une évidence pour vous à sortir en premier. Mind Game qui est très long, hein, qui fait pratiquement 6 minutes. Alors, Mind Game, c'était aussi qu'il y a un grand changement entre le premier et le deuxième album au niveau du style. Ouais. Et en fait, la volonté avec Mind Game, c'était de montrer le changement. C'était vraiment de dire The Toast, vous connaissez, c'est des sons un peu sautillants, on fait la fête, c'est la joie, voilà. Et là, on voulait arriver, boum, sur un sujet grave, sur les gens qui n'arrivent pas à trouver leur place dans leur société. Le tout, donc, tourné en plus sur les paroles comme une lettre de suicide. Donc, voilà, on passe de trucs un peu, de musique un peu sautillante guillerette à ça. C'était vraiment pour marquer le coup et aussi moi c'était ce que ce morceau de A à Z il me tenait vraiment à cœur, c'est pour ça que j'avais dit moi s'il vous plaît j'aimerais bien l'écrire et jusqu'au moment où j'ai dit ouais il y a plein de choses que j'arrive pas à faire, Elodie tu viens. Voilà et donc ouais c'était je veux dire pour le groupe c'était une évidence justement par rapport à montrer ça et pour moi c'est une évidence que c'était quelque chose que j'avais envie de traiter depuis très longtemps et qu'on avait enfin réussi à faire et je pense qu'on l'a plutôt pas trop mal fait donc voilà. Et pour The Roller Coaster en fait c'est déjà parce que c'est peut-être l'une des chansons préférées de tous les membres du groupe et aussi parce que le morceau c'est un condensé
de ce qu'est l'album. C'est-à-dire on va retrouver plein de choses, on va retrouver un refrain un peu plus rapide, on va retrouver des riffs un peu syncopés, on va trouver un pont qui est plus mélodique, qui est plus tournant, voilà, avec surtout énormément de cassures de rythme. C'est quelque chose qui revient énormément dans l'album, les cassures de rythme. Et donc, du coup, bah, c'était le fait que tout le monde aime vraiment le morceau et qu'en plus, ça fasse un peu un pot pourri, on va dire, de tout ce qu'il y a dans l'album, bah, du coup, c'était une évidence ouais, de mettre ces deux-là. Et c'était risqué parce qu'en plus, on nous l'a dit hein, plein de fois que, ouais, Mind Game, 6 minutes, c'est long. C'est pas dans les normes et tout. Alors du coup, c'est très rigolo de se prendre ça dans les dents quand on sait de quoi parle la chanson. Hein, les gens qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société parce qu'ils rentrent pas dans les normes. Et on sort une chanson qui parle de ça, qui justement n'est pas dans les normes. Donc du coup, Ouais. c'était très rigolo. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire quand Elodie m'avait dit ouais, qu'on avait eu un retour là-dessus, que la chanson elle n'est pas dans les normes. Donc ça nous a fait un petit peu sourire du coup. Mais ouais, voilà, je pense pas qu'on soit dans un style où il faut qu'on fasse la musique avec un cahier des charges, quoi. Moi, j'ai jamais voulu faire ça. Comme on le disait tout à l'heure pour la scène, on essaye de transmettre quelque chose. Ben, c'est valable aussi pour comment dire, l'écriture, que ce soit pour les paroles d'Elo ou pour nous, la musique. Si on ne croit pas en quelque chose, on le fait pas parce que nous ce qu'on veut c'est transmettre des choses et on ne peut pas et comme je disais tout à l'heure encore on est des personnes très entières, on ne triche pas. D'ici vraiment on sent que ah ben non ça me va pas voilà, on fait pas. Il y a beaucoup de morceaux qui ont été composés, qui ont été abandonnés au fur et à mesure parce que justement ça nous parlait pas trop et c'est pour ça qu'on laisse Hello écrire les paroles parce que c'est elle qui chante, c'est elle qui doit défendre ses paroles, donc du coup c'est elle elle doit être convaincue de ce qu'elle dit et quoi de mieux d'être convaincue de dire quelque chose quand c'est toi qui l'écris quoi. Tu me disais qu'en fait, le deuxième album était très différent du premier. Mm. Au niveau des paroles, c'est clair il est beaucoup plus sombre. Par les thèmes abordés. C'est pour ça que vous avez appelé l'album From Ashes. Est-ce que c'est quelque part un nouveau départ, en tout cas une nouvelle orientation? Je pense que c'était à la base, c'est qu'on n'est plus que deux avec Ben à être du line-up de base d'origine et du coup c'est un nouveau départ en fait. Voilà, ça faisait depuis 2017 qu'on n'avait rien sorti depuis, on a traversé la crise, etc. Donc c'était une évidence finalement de l'appeler comme ça en fait cet album-là. Et puis peut-être que finalement en rajoutant des samples, etc. Peut-être qu'on se redirige vers un style un peu plus qui nous parle un peu plus peut-être aussi. Est-ce que le fait qu'il y ait 3 nouveaux membres justement qui sont arrivés au fil des années, mais bon, un qui est arrivé très récemment, est-ce que ça a eu un impact sur l'album, en tout cas sur le groupe? Ça je suppose, parce que quand on change 3 membres, quand même, ça fait pas mal. Même si vous êtes les deux, on va dire, fondateurs. Justement, qu'est-ce que ça a impliqué, tout ça, tous ces changements? Est-ce que ça a eu un impact sur le côté musical, un impact sur l'ambiance, un impact sur l'esprit du groupe? Ben, alors je reviendrai toujours avec cette même expression, on est des personnes très entières, on triche pas. Donc du Ouais. coup, il faut que ça soit des personnes avec qui on s'entende bien. Ouais. C'est obligatoire. Enfin voilà, si on doit être amené à refaire des tournées comme on avait fait en Russie, à faire des 12 heures de bus enfermés dans un trafic modifié les uns sur les autres, si on peut pas se blairer, c'est l'enfer quoi. Et enfin vraiment, ah ouais non vraiment, c'est Ouais. dur. À la base, quand on fait un groupe de musique, c'est en fait d'avoir une bonne entente et en fait devenir des amis en fait. On partage ça ensemble, donc oui, c'est sûr que fallait qu'on trouve des personnes qui soient comme nous, tout simplement. Et c'était Vous très êtes tous les deux à l'origine du groupe. Vous étiez amis avant ou c'est une rencontre? Non, c'est une rencontre, ouais, en fait, j'avais monté le groupe avec, donc Alex, l'ancien batteur et un autre pote, où on habitait à l'époque, j'étais sur La Rochelle pour mes études et en fait, la volonté, c'était vraiment de faire d'avoir une voix féminine parce que notre très grosse influence de l'époque, c'était Paramore. Bon là, l'eau a coulé sous les ponts entre Paramore et August Burns Red.
un petit chemin quand même, hein. Mais, mais ouais, non, l'époque, c'était vraiment, on voulait partir dans cet esprit-là. Et c'est très dur de trouver une chanteuse qui tient la route et qui soit dans le délire, parce que bon, on est aussi des personnes un peu particulières. La folie nous guette de très proche quand même, donc il faut trouver quelqu'un qui soit aussi dans le délire. Et on a essayé pas mal de personnes, et à chaque fois, ça ne le faisait pas pour des raisons X ou Y. Et c'était une copine à la fac qui m'a dit: ah ben mon copain est guitariste dans un groupe, ils arrêtent, et je pense que la chanteuse, elle va vouloir retrouver quelque chose. Il dit: je te donne son contact. Et donc j'ai appelé Hello, et donc c'était en 2011. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc c'est comme ça que une amitié de 11 ans, qui, j'ose espérer, ne s'arrêtera pas aujourd'hui. On peut dire quand même que Hello va être, parce que je vais être papa dans pas longtemps, et donc que Hello va être la marraine de l'enfant. C'est pas rien, hein, c'est c'est pas anodin. Et parce que merci, merci. Et donc voilà, on a traversé des bons moments, des moments beaucoup moins rigolos ensemble. Et donc du coup, c'est une deuxième famille, le groupe, hein. On le dit souvent que les amis, c'est la famille qu'on choisit, et moi, je suis tout à fait d'accord. Et on revient à comment choisir les gens dans le groupe. Faut que ça puisse être ça. Il faut que ça soit des gens avec qui on peut s'entendre très bien. Et il se trouve que on a eu la chance de pouvoir trouver des gens avec qui on a pu s'entendre très bien. Et voilà, mon Charlie, Hello joue dans un autre groupe avec lui, donc elle le connaissait avant. Moi, je le connaissais pas du tout, et on a très très bien accroché. Il y a des gens qui nous ont vus sur l'interaction sur scène pendant l'album, qui avaient du mal à croire que ça faisait que 3 mois qu'on se connaissait, parce qu'on était complémentaires, on allait chercher, on est très blagueur, enfin de base on est très blagueurs aussi tous ensemble, et Charlie est pas en reste aussi comme ça. Donc en règle générale, c'est du ping-pong, on se fait du ping-pong verbal, et Victor est rarement loin derrière aussi, on va dire. Donc ouais, non, c'est important. Puis on essaye aussi de passer beaucoup de temps ensemble en dehors. Oui, hors la musique. Hors la musique, on se fait souvent des bouffes. Voilà, l'hiver dernier, on avait fait une barbeclette. Voilà. Donc ouais, on essaye de passer énormément de temps tous ensemble pour créer du lien, en fait, tout simplement. Puis au fur et à mesure, fatalement, quand tu deviens ami, tu as envie de passer du temps avec les personnes, hein. Et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on s'était fait la réflexion pendant le premier confinement. C'est marrant parce que quand le confinement est levé, je crois 3-4 jours après, on se revoyait avec Hello. Et en fait, on s'était fait la réflexion que c'était la première fois, donc depuis presque 10 ans, qu'on avait passé plus de 2 mois sans se voir. Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, 3 jours après, du coup, on se faisait une bouffe ensemble tous les deux, parce que ouais, c'était une évidence, quoi. Je veux dire, ah ben on peut ressortir. Allô, tu fais quoi? Donc ouais, voilà. Et c'est aussi, je pense, que ce qui nous permet de rester debout depuis si longtemps. Il y avait des Niortais qui nous disaient ça, à The Toes, le groupe qui nous enterrera tous. C'est rare un groupe qui a une longévité comme ça et tout. Et je pense que c'est parce qu'on s'entend bien en dehors, qu'on est plus que des amis en dehors, et qu'on essaye, du coup, du fait qu'on s'entende bien en dehors, on essaye d'avoir des relations saines à l'intérieur du groupe, et donc d'avoir des systèmes démocratiques, donc avec des débats, et donc on fait des votes. Chacun, quand on a des décisions à prendre, chacun vote à sa voix. Il faut que ça passe à la majorité, sinon c'est niette. Et on sait toujours, ça fait 11 ans qu'on fait ça. Et donc voilà, on dit pas que quand on a une idée qui est pas prise parce que voilà, on n'est pas un peu chafouin, mais le lendemain on a oublié, et voilà, c'est fini, quoi. Donc mais bon, voilà, ça fonctionne comme ça, et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, c'est des groupes qui se forment, les gars, mettez ça en place, hein, vraiment, ça marche très bien. Et donc voilà, 10 ans après, on est toujours, 11 ans même après l'enregistrement de l'EP, on est toujours là, et on essaye de proposer du contenu toujours de plus en plus qualitatif, forcément. Par rapport au texte, on en parlait un peu tout à l'heure, est-ce qu'il y a justement, d'abord, qu'est-ce qui t'inspire, toi, Elodie? Bon, là, on a parlé des 2 clips. Ouais. D'ailleurs, il y a un clip qui est superbe avec la mise en scène, au niveau de la mise en scène, avec, je crois que la fille s'appelle Léa. Tout à fait. Et donc, par rapport au texte, qu'est-ce qui te fait que tu aies envie de parler d'un thème ou d'un autre?
Et est-ce que il y a des textes qui sont plus autobiographiques que d'autres? Alors, oui, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est rempli d'espoir de base et par exemple, le premier album, j'avais pas mal de chansons quand même basées sur l'espoir. Là, pour ce deuxième album, je pense que, beh, je grandis aussi, tu vois? Voilà et forcément dans ma vie, c'est pas droit donc d'où, The Roller Coaster aussi, il y a les montagnes russes. Voilà et ce qui m'inspire, bah, c'est ce que en fait, simplement ce que je vis ou ce que je peux voir autour de moi et cetera et effectivement, genre comme Maze, c'est une chanson où je mets un peu plus de moi aussi dedans, à titre personnel. Quelque chose que, par exemple, j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Dans The Roller Coaster, c'est un peu plus en général, mais ça me touche aussi, voilà, comme je le disais, que j'ai pas eu une vie toute droite, facile, etc. Donc, ouais, j'ai peut-être mis un peu plus de moi en fait dans cet album-là, et peut-être que effectivement, bah, je leur transcris encore plus en live, hein, je sais pas. Et mais voilà, je m'inspire un peu et comme on me disait, en fait, les chansons, elles touchent, en fait, en général, l'humain et c'est ce que j'ai envie. J'ai envie que les gens, ils se retrouvent aussi dedans, qu'ils voient qu'ils sont pas seuls, qu'on est là, d'où ce côté d'espoir aussi où, beh, ça va pas aujourd'hui, beh, demain, peut-être ça ira mieux et puis il faut continuer, il faut avancer et voilà. La vie, elle est comme ça a été facile et tout, beh, je sais pas si finalement, on en prendrait goût. Ouais. Et toi, Benjamin, est-ce qu'il y a des Mmh. textes justement dans lesquels tu te retrouves plus, enfin vraiment, au moins sur un morceau, il y a vraiment un texte qui te touche plus? Bah, fatalement, moi, je vais dire Mind Game parce qu'on l'a coécrit avec Elodie et Ouais. que c'était voilà, comme je disais, c'est un sujet que j'avais envie de traiter depuis très longtemps et là, c'est l'occasion fait le larron, hein, comme on dit, hein. Il y avait vraiment la route pour pouvoir faire ça. Donc voilà et je dirais aussi, au niveau des textes aussi, un des textes où je me retrouve beaucoup aussi, c'est Struggle. Parce que Struggle, donc ça parle aussi d'un autre fait de société, c'est par rapport aux violences, que ça soit, aux violences entre les humains, aux violences, envers les animaux, voilà, les maltraitances, on va dire de manière, globale et voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai énormément du mal, à accepter, à tolérer et c'est vrai que voilà, quand on en avait parlé, parce qu'on en avait parlé de quoi on pourrait parler sur ce morceau et quand Hello avait lancé un peu le sujet là-dessus, enfin avait aiguillé un peu la conversation là-dessus. Ah, je m'étais enfin je dis: «Let's go quoi, faut qu'on fasse ça, ce serait super» et en plus le morceau est en règle générale le deuxième morceau que tout le monde préfère dans l'album et Donc ça va. voilà et non, ouais, non, si les c'est voilà, moi c'est les 2 thèmes, c'est 2 thèmes que je trouve qui sont importants et ouais, moi, on n'avait jamais vraiment fait, on va dire, des textes un peu engagés. Enfin, on peut pas dire. Enfin, si, ça Non, il y reste avait un Just Like engagement. Ouais. Puppets, Oui, voilà. c'est par rapport à la société, qu'on est tous comme des pantins et qu'on doit, suivre la même voie et Mmh, compagnie et qu'on était là, ben non, en fait, on n'est pas obligé mmh, de tous se suivre ce chemin-là. Mais voilà, c'était le seul mmh. morceau qu'on Voilà. avait parlé comme ça. Après, je suis pas quelqu'un qui a envie non plus d'écrire des chansons, faire des débats et compagnie. C'est pas ça mon but à moi, mais Puis c'est parler c'est pas ouais, notre style quoi, c'est pas ça entre guillemets «ça colle pas trop» mais c'est important aussi de pouvoir, bah, aussi mettre des messages même si c'est pas, voilà, on n'est pas sur de l'engagement à la Tagada Jones ou autre, c'est important de dire quand il y a d'apporter. des gens qui vont écouter les choses et de dire aussi, notre ressenti à nous par rapport à de ressentir nos ressentis à nous par rapport à ça quoi. Bon, voilà, on va pas écrire, une chanson sur le covid et comment ça a été géré et tout ça, voilà, on reste sur des thèmes généraux, mais voilà, voilà, le sujet de Mind Game, pour moi, je trouve il y a une réelle urgence de prise de conscience par rapport à ça, parce que c'est vraiment beaucoup trop grave et il y a trop de personnes qui nous quittent tous les jours à cause de ça, et je trouve que c'est juste scandaleux. Donc c'est pour ça que c'était important de le montrer, en fait. C'est plus que de dénoncer quelque chose, c'est un constat, on va dire. Dire: «Voilà, aujourd'hui, oubliez pas, ça arrive». Et puis il y a la chanson Nomateur qui dit en fait, peu importe qui tu es, ce que tu fais et cetera, tant que tu es heureux en fait, beh, vis pour toi. Et il y a cette chanson-là qui englobe un peu, ce côté-là aussi où ça se rejoint un peu en fait, on va Il dire. y a un côté, tu me parlais de Nomateur, ouais, Mmh. c'est un des morceaux que je préfère en tout cas dans l'album. Il y a un côté très mélodique, hein, très accrocheur aussi. Très punk Euh, un peu. Ouais.
un peu punk On est mélodique, loin quoi. du hardcore. Ouais. Et c'est très rock, un peu punk aussi, il y a un côté punk aussi. C'est important justement pour vous de développer ce côté-là sur cet album. Ben, c'est que sur le premier album, on avait pas mal de chansons qui étaient un peu punk rock comme ça. Ouais. Et c'est notre patte aussi, en fait. On est un peu sur deux univers, le côté sombre, le côté un peu plus métal, et le côté un peu plus joyeux, sautillant avec le punk rock. Et ce morceau, il fait l'entre-deux, en fait, entre l'album d'avant et un peu aujourd'hui aussi. Donc, C'est une phrase que j'aime bien, c'est que il y a pas de bruit sans silence, il y a pas de lumière sans obscurité et il y a pas de violence sans douceur. Mhm. Et sinon, il y a pas de point de comparaison. Et donc, du coup, on trouvait ça intéressant au niveau de la composition de dire, ben voilà, certes, aujourd'hui, on est ça, mais on était aussi ça. Et c'est bien aussi un peu de contrebalancer les choses. Et bon, ben voilà, fatalement, il y en a moins parce que on va être amené comment dire, à partir. Je sais pas, en plus, moi je dis ça, mais si on m'avait dit au moment où Beyond the Pass sortait, donc notre premier album sortait, qu'on allait sortir des morceaux dans cet esprit-là 5 ans plus tard, j'aurais jamais cru. Donc ça se trouve dans. Alors, on ose espérer pas dans 5 ans le troisième album. Voilà, je promets rien, on sait pas ce qui va se passer, mais c'est ça. voilà, on essaye de se mettre des objectifs, que ça sorte dans un peu moins longtemps. Et voilà, c'est absolument pas. Alors, on commence à avoir une petite idée parce qu'il y a des devoirs, parce que toute composition commence justement par écoute d'albums qui nous intéresserait pour comment dire, l'inspiration globale, comme ont pu être les 2 albums que j'ai précédemment cités. Et bon, on voit les noms des albums qui ressortent. Bon, on va dire qu'on sera peut-être plus du côté The Roller Coaster que sur le côté un peu plus joyeux. Mais c'est très marrant parce que moi, personnellement, No Matter, alors je l'aime bien. Il y a pas, concrètement, il n'y a pas de morceau que j'aime pas dans l'album, mais je l'aime bien, mais je la considère pas plus que ça, quoi. Et il y a énormément de retours de gens qui me disent que la meilleure chanson, c'est No Matter. Et du coup, c'est très marrant parce que encore aujourd'hui, j'ai eu un pote qui a écouté l'album et qui m'a dit ah, je surkiffe No Matter. Je dis, ah, bon, d'accord, ok, donc très, très bien. Hein. J'en ai d'autres que j'aime bien. Voilà. Mais c'est vrai que c'est souvent nos amateurs qui Il a un côté très accrocheur, en tout cas. Quand on l'écoute, on a envie d'y revenir. Mais c'est cool. En tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai c'est pour ça que vous avez une Mind Game pour clôturer l'album, parce que vous considérez vraiment que c'est un des morceaux les plus importants de l'album. Oui, je dirais peut-être le plus. Si on regroupe tout entre notre changement de style, le message qu'il porte, la façon de procéder, le fait qu'on ait pu faire un clip dessus avec Léa Blanche-Bernard, qu'on remercie encore mille fois de sa participation qui a été incroyable. Voilà, parce que c'est un clip fait maison, il faut le savoir. Hein, Elodie et Victor ont été à l'écriture du script et à la réalisation, et j'ai fait tout le montage et les effets spéciaux de chez moi. Et donc c'est vraiment un groupe 100% fait maison, et vraiment la participation de Léa, et ça simplifie les choses hein, quand on a une actrice comme elle, donc c'est sa profession, elle est actrice, hein. Ça facilite tellement les choses, quoi. Vraiment. Hein. Voilà. Donc en oui, tout cas, ça passe bien. Hein. Ouais. Ça passe bien. C'est fluide. Justement, par rapport là, il y a deux morceaux. Est-ce que vous avez envie de sortir un troisième morceau? En clip on s'est dit après la sortie à voir, mais c'est vrai que pour l'instant. Pour le moment, on est plus préoccupé par le fait de trouver des dates pour faire des concerts, pour être franc. Mais oui, je pense ça viendra assez rapidement sur le tapis. Oui, je pense qu'il y aura un troisième. Alors, on ne sait absolument pas. On ne peut pas te dire en avant-première ce que ça sera. On n'en sait strictement rien. On a une petite idée sur le morceau.
Je pense qu'on n'est pas encore tous tout à fait d'accord sur le morceau, mais je pense que ça se réglera vite. Et après, on verra. En fait, en fonction du morceau qu'on va faire, ça va changer quoi. Est-ce que ça va être une prise live? Est-ce que ça va être un clip? Est-ce que ça va être, pourquoi pas, s'il y a un dessinateur d'animation qui nous dit, ouais, je pourrais faire une animation pour ça. Voilà, concrètement, on se ferme la porte à rien pour le moment. On a des petites idées, mais concrètement, il n'y a rien d'acté et de validé pour le moment, quoi. Alors, tu me disais justement, c'est compliqué de trouver des concerts. Ça veut dire que là, en ce moment, c'est une période qui finalement devait être une libération, mais j'ai l'impression que tu n'es pas le premier qui me dit ça. Il y a plein de groupes français, surtout français, qui me disent ça aussi. Après, les grands groupes, c'est sûr que ça va bien. Mais je veux dire, en fait, est-ce que justement l'effet Covid, il continue pas un peu? Puisque finalement, il y a beaucoup de groupes qui ont des difficultés à trouver des dates. Ouais. Paradoxalement, on a eu beaucoup moins de problèmes à trouver des dates en 2020 qu'en 2022. Ouais, donc ça pose le. Ben, en fait, le problème, c'est toutes les annulations qu'il y a eu, où fatalement, c'est reprogrammé. Et il y en a eu des annulations, hein, parce que il y avait quand même pas mal de concerts. Il y a pas mal de concerts qui sont prévus longtemps à l'avance, donc on ne peut pas anticiper une pandémie. À moins d'avoir une boule de cristal qui fonctionne bien, on peut pas la prévoir à l'avance, quoi. C'est impossible. Et donc, du coup, il y a énormément de reports. Et donc, toutes les contacts qu'on avait, on les a appelés. Et chaque fois, on nous répond la même chose. Ah ouais, mais là, pour le moment, on est booké jusqu'à février, mars l'année prochaine, parce que tu comprends, tous les concerts qu'on a dû recaler, quoi. Ah, du coup, ah ouais. Ah, ah, ah. Et bon, oui, bon, voilà. Heureusement, les festivals ont pu reprendre. Les groupes les personnes pour qui c'est leur profession peuvent enfin revivre. Donc, c'est très bien. Maintenant, des groupes émergents comme nous, après, faut pas se voiler la face, la programmation a toujours été notre talon d'Achille. On est très occupé, c'est pas notre métier, musicien. On espère tous que ça le deviendra un jour, hein, mais voilà, c'est beau, même à 33 ans, on a des rêves encore, c'est beau. Et, voilà, on garde cet espoir-là, mais actuellement, on travaille tous. Alors après, il y en a qui sont musiciens intermittents et tout, donc là, ça simplifie la chose, mais voilà, que ça soit Elodie et moi, on est à notre compte. Donc, ça demande un travail de fou furieux. Notre batteur, il est carrément salarié avec des journées dans le bâtiment, donc avec des journées de fou furieux, donc c'est pas facile non plus. Donc c'est vrai que c'est comme tout, hein. Être ingé son, c'est un métier. Être journaliste qui fait des interviews, c'est un métier. Être musicien, c'est un métier. Être programmateur, être booker, c'est un métier. Ouais. Et on n'a pas les bases, on n'a pas forcément les contacts non plus. Et le plus gros problème, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de ça. Donc, on essaye de faire au max. On essaye aussi de trouver des personnes qui pourraient nous aider dans cette démarche-là de programmateur ou autre. Mais c'est pas simple du tout. C'est même très compliqué. Le manque aujourd'hui, en fait, c'est d'avoir un appui, avoir quelqu'un qui nous aide justement à pouvoir nous aider à trouver des dates, etc., pour qu'on puisse là continuer à défendre l'album, quoi. Simplement. On va dire que c'est une autre étape, on va dire, vers la professionnalisation. Et on en a fait beaucoup, je pense déjà, je dirais depuis 1 an avec l'enregistrement et tout, on a fait un pas de géant par rapport à ce qu'était The Toast hier et ce qu'est The Toast aujourd'hui. Ouais. Mais il y a cette marche qui, pour beaucoup de groupes, qui n'est pas si haute parce que, ouais, il y a des groupes qui ont des dates, il y a des groupes qui savent faire, qui ont peut-être les contacts et tout ça, je sais pas. Nous, on n'a pas tout ça et du coup, on est frustré. C'est une frustration aussi parce que, comme on disait tout à l'heure, on fait ça pour le live, hein. Le but, c'est la musique, c'est un partage, hein, et donc certes, on partage notre musique sur disponible, hein, dans les magasins, en commande chez Season of Mist ou sur toutes les plateformes d'écoute. Donc ça, c'est pas grave, c'est bien le partager là, mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est le partage en direct, c'est rencontrer les gens. C'est voilà, Hello, elle disait, ces textes sont très portés sur l'humain. Je pense qu'en fait, on est tous portés sur l'humain, sur le relationnel, et quoi de mieux que de faire des concerts, d'aller en rencontre avec des gens. Et moi, ce que je trouve génial, c'est de faire un concert à l'autre bout de la France.
d'avoir quelqu'un qui nous connaissait strictement pas et qui vienne nous voir à la fin de concert, je ne vous connaissais pas. Je trouve ça génial. C'est mission réussie, quoi. Oui, Vraiment, c'est ça. Et le problème, c'est que là, pour le moment, c'est compliqué, quoi. Mais tu me parlais justement de tout ce qui vous anime. C'est ça, en fait, la philosophie du groupe, partager sur scène, mm, aller vers les gens et avoir un échange. Ouais. Ah ouais, le partage et l'humain, c'est deux très grosses valeurs et que du coup on a tous en commun naturellement. Hein. C'est pas du fait du groupe que on a voulu travailler ça. C'est vraiment une des valeurs qu'on a tous en commun. Et ça s'est très très vite vu dès le début hein, quand on a commencé les concerts sur la sortie de l'EP et tout. Voilà, ça s'est très vite vu. Voilà, on aime beaucoup discuter avec les gens, on aime beaucoup les échanges. On a pu rencontrer pendant ces 10 ans des personnes incroyables avec qui on garde contact de plus ou moins proche et tout. Et on aime ça. Enfin, moi, c'est mon moteur, quoi. Je peux pas rester chez moi et rester comme ça. Même quand je suis chez moi, je cherche à rencontrer des gens sur donc d'autres passions que je peux avoir. Parce que je n'ai pas que la musique comme passion, mais je n'ai que 24 heures par jour, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais voilà, moi j'ai des amis qui habitent partout sur la France, même des amis en Belgique et tout ça, parce que même quand, voilà, une de mes grosses autres passions, c'est les jeux vidéo, et donc les jeux vidéo en compétitif, et quand on fait ça, on est amené à rencontrer des gens. Donc j'ai des gens qui habitent dans le Béarn, j'ai des amis qui habitent dans le Béarn, qui habitent dans le Lyonnais, qui habitent en Belgique, que j'ai pu rencontrer grâce à ça. Et voilà, c'est même quand je reste tout seul chez moi, il faut que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de rencontrer des gens, d'avoir du relationnel ou quoi. Moi, c'est vraiment un moteur, quoi. Quand je suis tout seul, je pète un cap, quoi. C'est comme dans Stuck, quoi, hein, vraiment. Quand on est enfermé tout seul dans sa boîte, on pète un cap, quoi. C'est ça, vraiment, c'est. Puis moi, avec mon métier aussi, je suis attachée Mm, de presse et du coup, tous les jours, je suis en relation avec les journalistes et ce côté-là, en fait. Et je sais que j'avais fait un break, mais en fait, ça m'a manqué. Cette approche-là, je pense que c'est aussi en moi. Et finalement, peut-être je le retranscris dans les morceaux et qu'en live aussi, je les vis. Enfin, je sais pas. Mais ouais, ça fait partie de nous. Ce Alors côté. oui, juste pour terminer, Élodie, donc déjà, je voulais savoir, parce que tu chantes dans plusieurs groupes, hein, tu Oui. as, plusieurs groupes, je crois que tu en as 3 en tout, quelque chose comme ça. J'en ai 2 actifs et un, je pense que c'est un peu moins. Comment tu En, es devenue en commun. chanteuse à la base? Parce que moi, j'ai découvert que tu étais chanteuse, Ouais. et donc je ne savais pas. Et en fait, j'ai découvert avec ce groupe, Stose, et j'étais surpris par ta voix, quoi, parce que ça passe vraiment bien. J'ai trouvé que ça colle vraiment bien avec l'album. Et, comment es-tu devenue chanteuse? Comment est née cette passion pour le chant, en fait? Mais en fait, ça a toujours été en moi. Depuis que je suis petite, je chantonne, etc. Et je pense que c'est un peu mon exécuteur aussi. À un moment donné, quand j'allais pas bien, je m'enfermais. Et puis j'écoutais à cette époque-là du Pink que je mettais dans mon casque, etc. Et oui, ça m'a toujours suivi. Et puis un jour, j'ai osé, parce que je suis quelqu'un qui est timide à la base. Et puis quand l'occasion s'est présentée, je me suis fait violence et je me suis dit, allez, Elodie, c'est maintenant ou ça sera jamais, quoi. Et du coup, j'ai intégré un premier groupe. Alors, je pense comme beaucoup de personnes, on a intégré un premier groupe, on a fait des reprises, etc. Où on avait tous un écart d'âge. Voilà, le batteur, il pouvait avoir l'âge de mon père, le guitariste aussi, il approchait de la quarantaine, etc. À cette époque-là. Et du coup, voilà. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai intégré d'autres groupes, etc. Et puis j'ai rencontré après Benjamin, ou du coup, avec The Toes, ça fait du coup 11 ans que le groupe il existe. Et puis après, on m'a aussi demandé si ça m'intéressait d'intégrer un autre groupe. Donc voilà, donc j'ai fait mes tests et puis ça le fait, quoi. Donc voilà. Et Benjamin, toi, pour conclure, comment tu es devenu guitariste? Comment est née cette passion, en fait, à la base? Alors, moi, j'ai eu l'énorme chance d'avoir un papa musicien qui était Ouais, pianiste, alors pianiste amateur hein, pour lui, hein, mais voilà, j'ai commencé la musique, à 3 ans, j'étais déjà derrière un piano, et donc j'ai continué, puis j'ai rencontré
un guitariste qui est d'ailleurs, c'est quand même très marrant parce que qui aujourd'hui est le guitariste du deuxième groupe d'Elodie. Voilà. Et donc en fait, on a monté un groupe quand on était en seconde, je crois. Oui, c'est ça, quand on était en seconde, avec des amis du lycée. Et ça nous a tenu un petit bout de temps et on était restés laissés ensemble. Puis après, avec les études de tous et chacun, à s'éloigner, plus forcément le temps de s'en occuper, tout ça. Moi, j'avais fait un petit break de 1 an et demi avant de monter The Toes. Et donc, j'étais à la basse dans ce précédent groupe. Et j'avais vraiment apprendre la guitare, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. J'ai toujours été pas fasciné par l'instrument, mais c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé. Et un jour, j'ai vu Louis Bertignac en concert et j'ai dit, en fait, c'est simple, moi, je veux être guitariste. Donc, du coup, j'ai acheté une Gibson SG, puis j'ai appris la guitare tout seul comme un grand dans mon coin. Bon, j'étais bien aidé quand même, parce que j'ai quelques musiciens dans mon entourage. Et donc, du coup, voilà, j'ai vraiment commencé la guitare pour The Toes. Et donc, en fait, je ne sais jouer que The Toes à la guitare. Voilà, clairement. Et, voilà, Au moins, c'est simple. Ah ouais, non, c'est gêné. On a fait très, très peu de reprises. Et moi, c'est pas une activité qui me plaît plus que ça, les reprises. Pour moi, la musique, c'est réussir à transmettre quelque chose. Et j'ai du mal à retransmettre quelque chose avec les morceaux d'un autre. Donc, du coup, pour moi, c'était important de travailler, d'avoir une exigence professionnelle dans son jeu, surtout parce que jouer de la guitare entre copains, c'est bien, on peut facilement apprendre les morceaux. Arriver dans un studio avec un mec comme Fabien pour pouvoir sortir un son propre et bien travaillé et même pour avoir le bagage technique pour pouvoir composer, du coup, ça demandait beaucoup de travail et donc beaucoup de moments où je n'avais pas trop de vie parce que quand j'étais étudiant, quand j'étais pas en cours, j'avais ma guitare, j'avais toujours ma guitare acoustique sur moi pour apprendre des choses et tout. Et ça, c'est au tout début des Toes et des premières claques dans les dents aussi, les premières fois on enregistre en disant ouais, c'est bien les morceaux, tu les connais, hein, mais tu sais pas jouer de la guitare, c'est dégueulasse. Il dit c'est inexploitable en enregistrement. Ah, boum, allez, prends ça dans tes dents. Eh bien, c'est pas grave, on va travailler. De toute façon, c'est simple, hein, on n'a rien sans rien. Il y a des gens qui ont un talent, mais s'ils ne le travaillent pas, ils n'arriveront pas plus à faire des choses. Moi, je pense pas que j'ai forcément de talent à la base, mais j'ai bossé comme un âne et je travaille avec ma sensibilité et mes émotions et qu'est-ce que je veux transmettre. Et après, le bagage technique vient aussi au moment de la composition parce que en écoutant des trucs, j'ai dit, oh, je trouve ça sympa ça. Je vais essayer de faire un truc. Puis tu le fais, tu vois qu'en fait, tu n'y arrives pas. Et vu que j'ai tendance un peu à réfléchir sur tout, du coup, je reprends le problème à l'envers. C'est comment ça fonctionne là, à essayer d'aller voir les partitions, à disséquer le tout, à dire ah voilà, donc c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc j'apprends de nouvelles techniques comme ça, puis je les tourne, je les travaille jusqu'à ce que ça rentre. Et voilà, et c'est marrant parce que souvent, sur les 2 albums qu'on a enregistrés, moi, quand on avait fini la composition, à chaque fois, le studio, je dis oh là là, mais va falloir que je travaille parce que ça, mais jamais je le passe en studio, quoi. Et parce que c'était des choses qu'il y a 2 mois, j'étais incapable de faire et que je commence à maîtriser. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On travaille jusqu'à ce qu'on le passe. Et puis à chaque fois en studio, il n'y a pas eu de problème du coup, parce que ça a été travaillé en amont et faut une rigueur, faut aussi une méthodologie, je pense, qui corresponde. Je pense pas qu'il y ait de méthodologie pour la guitare qui soit universelle. Je pense que chacun doit trouver, et enfin je dis pour la guitare, mais c'est pour tout, hein. Concrètement, c'est pour tout. Je pense qu'il n'y a pas une façon d'apprendre. Je pense chaque personne va avoir une façon d'apprendre qui lui est particulière. Donc il y en a qui vont se regrouper fatalement, mais voilà, moi je sais que ça va être dès que la compo elle commence, dès que je commence à travailler, le métronome il est branché dès le début. C'est-à-dire que dès que je vais trouver un riff qui est intéressant, je vais trouver le rythme et je vais le mettre dans mon séquenceur et je vais tout travailler au métronome. Et l'objectif, ça va être dès le début, dès la composition, essayer d'atteindre le jeu le plus propre possible et surtout de pouvoir identifier les passages qu'il faut travailler et du coup de se mettre des challenges aussi, parce que si on ne se met pas de challenge et qu'on reste dans ce qu'on sait faire,
ben, la musique du groupe, elle va pas progresser. Moi, je vais pas progresser en tant que musicien la musique du groupe, elle va pas progresser parce qu'on reste sur ce qu'on sait faire. Ben, du coup, là, il y a eu un travail. C'est pour ça aussi que la composition du premier a été aussi un peu longue parce qu'on avait commencé fin 2017 pour la finir, on va dire, à peu près mi-2019, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je l'entendais, je savais qu'il fallait faire ça, mais que j'étais incapable de jouer sur ma guitare. Ben, du coup, je vais pas être le genre de personne à dire: «Oh ben non, du coup, on va pas le faire». Bah non. Tu te mets une grande claque dans la tronche, tu te dis: «Bon allez, t'es mauvais, là-dessus t'es mauvais, il y a des choses que tu sais très bien faire, là-dessus t'es mauvais et tu ne supportes pas être mauvais. Allez hop, boum, tu bosses» et donc du coup, beh, tu travailles des plans, tu travailles des plans, tu travailles des plans. Il y a par exemple sur la fin de The Roller Coaster où il y a le rythme a une structure très, très particulière. C'est vraiment une syncope qui est pas évidente et donc tu peux la jouer comme ça, comme on disait entre potes comme ça, tu joues en répète, ben ouais, tu sais la jouer. Sauf que quand tu arrives au clic, que tu vois où sont les coups de grosse caisse, parce que quand on travaille en maquette, on travaille tout en batterie numérique. Donc du coup, on peut pas tricher. On sait quand doivent être les coups. Et quand t'enregistres la première fois et que tu vois que tu n'as pas un coup de médiator qui tombe là où il faut, bah, ça veut dire qu'il y a du travail, hein. Ouais. Et donc du coup, voilà, moi je fonctionne beaucoup au challenge et il faut se mettre des objectifs. Je dis voilà, moi je j'ai pas encore trouvé mes objectifs pour la prochaine composition parce que j'ai aussi quelques deux trois petits trucs qui traînent dans ma tête qui n'ont rien à voir avec les toses et donc du coup, j'aimerais bien justement les vider de ma tête pour pouvoir parce que quand je rentre en composition pour The Toes, il y a rien d'autre dans ma tête quoi. Vraiment, c'est musicalement parlant, j'entends, hein. C'est vraiment je baigne dans les morceaux qui doivent nous servir on va dire, d'influence et je les saigne dans tous les sens et je ne pense qu'à ça, quoi. Donc du coup, là, j'ai des trucs qui m'encombrent, donc je veux profiter de l'été un peu pour les évacuer et quand ça sera évacué, ouais, j'essaierai de me mettre des objectifs comme ça pour toujours s'améliorer parce que je pense que en fait, on peut s'améliorer tant qu'on n'est pas entre guillemets un guitar héros, on peut s'améliorer en permanence. Et je sais que ben, moi, je suis un pur guitariste rythmique. Ben, je m'étais mis le défi de faire des solos dans le deuxième album, par exemple. Donc, j'ai dû travailler des techniques de solo et tout. Enfin, voilà, j'en suis très loin de Victor, qui est un guitariste soliste vraiment incroyable. Et j'ai pas, d'un point de vue soliste, j'ai pas un dixième de son bagage, clairement. Donc, ben, peut-être que ça va être un travail par rapport à ça. Et du coup, on reprend les travails chiants, c'est-à-dire de reprendre les rudiments, quoi. Vraiment, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, pourquoi pas retravailler des gammes? Puis ben, pourquoi pas se dire, ben tiens, dans le prochain album, on veut peut-être partir plus dans cette orientation-là. Ben, peut-être apprendre de nouvelles gammes, de nouveaux modes, et du coup, ben, tout simplement les apprendre, hein. Voilà, moi, ça fait donc maintenant 30 ans que je fais de la musique, et ça fait ben, maintenant donc 12 ans que je fais de la guitare. Ben, j'apprends encore des gammes, hein, et je les retravaille et tout. C'est normal et tout le monde en fait je pense que on ne peut pas se satisfaire de des acquis et si on veut être toujours au top, il faut toujours pouvoir progresser, mais c'est pareil pour tout, hein. Une entreprise, si elle veut rester au top dans son marché, bah, il faut qu'elle prenne en compte tout ce qui se passe sur son marché. Et s'il y a des techniques qui ne sont pas acquises dans l'entreprise et qui viennent d'émerger ou quoi, bah, il faut les apprendre pour rester au top. Bah, quand on est musicien, quand on est sportif, quand on est tout, c'est à partir du moment où on veut être meilleur, il faut travailler. Et je peux vous dire que des heures de travail, que ça soit Hello pour ses lignes de chant ou tous les musiciens, que ça soit pour la compo, pour la mise en place ou pour les arrangements, sur From Ashes, vraiment, il y en a des heures. Mhm. Rien que de mon côté, ça se compte en milliers d'heures, vraiment, en 5 ans. Bah écoute, merci pour l'interview. Merci à toi, Elodie. Merci, Benjamin. Ben, merci à toi. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose pour conclure qui vous semble important, que vous avez envie que les gens comprennent? On a beaucoup parlé du groupe, de la philosophie, on a vraiment bien cerné le groupe. Est-ce qu'il y a un truc que vous n'avez pas dit qui vous semble important que les gens comprennent par rapport à tout ça, par rapport à The Toast, par rapport à cet album, par rapport au parcours du groupe aussi?
Oh, on a dit beaucoup de choses hein, déjà. Hein. Oui, on a dit pas Tes mal de questions. choses. Ouais, On a ouais, hâte de retrouver simplement les gens sur ouais. scène. On a envie de partager ça avec eux, donc voilà, tout simplement. J'ai envie de dire à très vite. Voilà. À Merci très vite. beaucoup à vous. À très vite. Et puis, si jamais, on ne sait pas, un programmateur ou un booker écoute l'interview, il n'y a pas de souci, il faut nous contacter. Parce que voilà, on a bien travaillé, c'est bien en place, hein, tout ce qu'on fait, c'est bien, hein, c'est vraiment. Non, mais ouais, non, si En tout vraiment. cas, ce que je peux te dire, c'est que de cette interview, ça donne envie vraiment d'écouter l'album, en tout cas pour ma part, de le réécouter. Mais, Guitare et tout ça, donc, Ça fait plaisir. merci. Puis ben, j'espère qu'on pourra te croiser un jour en concert, hein, parce que moi, c'est toujours un plaisir. moi aussi, peut-être un jour sur Paris. Ouais. Mais ouais, Bah, ouais. on a hâte de jouer là parce qu'on n'a jamais joué sur Paris. On n'a Donc, jamais joué sur Paris. Ouais. donc on aimerait bien. Donc, Merci à vous. ben, Bah, merci à toi, Pascal. Salut! Merci. Ciao, ciao.